De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Gérald de Bougré, promoteur et inventeur et PDG de Keneres. Il est en compagnie de Jacques Gottin, qui est docteur en sciences sociales et membre de Keneres également. Et nous avons Tony Félix, administrateur de la société coopérative. On parlait un petit peu justement d'électrification, des erreurs qui ont été commises, du coche qu'il faut prendre sur la production d'électricité ici en Guadeloupe. Et donc, vous avez mis au point une société coopérative, donc Keneres. Ça veut dire quoi, Keneres? Kera, énergie, économie sociale et solidaire. Donc la structure est créée? Est créée depuis pratiquement plus d'1 an. Et comment dirais-je, on a commencé à faire les émages qui va bien pour récupérer, pour qu'un maximum de personnes adhèrent et rentrent dans ce projet, qui a pour objectif de faire en sorte qu'un maximum de Guadeloupéens, moyennant le prix d'entrée qui est 1 euro, rentrent à l'intérieur de la structure, surtout pour apprendre comment une société fonctionne. Parce que de ce type de société, on peut apprendre plein de choses sur le fonctionnement des sociétés en Guadeloupe par ailleurs. Et à partir du moment où vous apprenez ou vous connaissez, vous avez quand même plus de facilité à comprendre qu'on vous emmène en bateau ou pas. Et c'est dans ce sens-là que ça a été fait, avec des personnes qui, comme monsieur Gottin, qui connaît bien la partie sociale, entre autres, mais pas que ça, pour pouvoir faire en sorte que ces contacts, ces transmissions, ce relais de savoir, parce qu'il faut rentrer dans toute une connaissance qu'il faut pouvoir maîtriser, qu'il faut pouvoir connaître et autres, parce que si on n'a pas ça, il y a tout un certain nombre de choses. On sera une société traditionnelle, qui fait un certain nombre de choses, mais il faut que la population le fasse. Comme en France, ça le fait. Il y a des centaines, il y a des milliers de sociétés coopératives d'intérêt collectif qui font ça. Oui, il n'y a mais pas de raison Bourré, on est dans une ère où effectivement, où les gens adorent déléguer. C'est-à-dire, on a nos activités, on a nos choses à faire, et puis on aime bien se dire peut-être, bon, je vais mettre un billet sur la table, mais apprendre à gérer une société, j'ai pas trop envie, même savoir effectivement comment fonctionne la géothermie ou l'hydrogène, j'ai pas trop envie. Donc, est-ce que ces personnes-là devront rester sur le bord du chemin ou... Certainement pas. C'est ma hantise tous les jours. Je ne veux pas qu'il y ait aucun Guadeloupéen qui reste sur le bord de la route. Ça, c'est clair. Ça a été depuis le départ ma vision, parce que quand on ne fait pas attention à ça, on se retrouve dans les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je ne veux pas qu'un bébé guadeloupéen qui naît aujourd'hui, on lui dit quoi? Il faut qu'il passe, qu'il le veuille ou non, de bébé à enfant. Il faut qu'il passe d'enfant à adolescent. Il faut qu'il passe d'adolescent à adulte. Si déjà au départ, son entourage, son père et sa mère sont au chômage, son entourage immédiat, les gens font des jobs à gauche, à droite, etc. Vous savez comment ça va se terminer. Voilà. Eh bien moi, je veux pouvoir, avec l'équipe qui me suit depuis très longtemps, et je vous dis encore une fois, des Guadeloupéens d'exception, leur mettre en place des outils dans lesquels ils vont participer, ils vont apprendre à connaître, ils vont savoir, etc. pour pouvoir s'approprier déjà leurs propres ressources, et comme dirait le professeur Osiris, le métabolisme territorial. J'aime bien ce terme-là, métabolisme territorial. Je dis, on ne peut pas faire un lien, on ne peut pas connaître le territoire, on ne peut pas connaître BT, on ne peut pas connaître... Voilà. Et du coup, on a créé cette structure pour faire en sorte que les Guadeloupéens apprennent qu'ils sont riches. Ils sont riches. Après, qu'ils fassent de leur richesse, c'est autre chose, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont... ils le sont. Donc comprendre la richesse, comprendre comment exploiter la richesse, et l'exploiter. Voilà, et l'exploiter. Et attendez, et ce partage de retour sur investissement. Pas habiter pour tout le monde qui a pas envie. Non, il y a une partie de l'argent qui va être fait pour créer des fonds d'investissement, pour créer un fonds de solidarité. La vie chère. Parce que c'est vrai que vous voulez absolument adosser votre projet, donc purement économique, production d'électricité, vente effectivement d'électricité et d'hydrogène, mais vous voulez l'adosser effectivement à un gros volet social, c'est-à-dire que vous voulez que les fonds qui soient générés puissent permettre de financer, par exemple, des cartes d'alimentation auprès des producteurs locaux. C'est ce que je voulais vous dire. On a prévu donc de créer un fonds de solidarité qui s'appelle FOSODEG, et qu'on développe un logiciel qui va s'appeler 3 plus PVAD. Plus de pouvoir d'achat aux plus démunis. Harold, vous avez la société, elle est en général scindée en 3. Vous avez la classe ouvrière, la classe moyenne et les riches.
la classe moyenne, entre la classe ouvrière et le bas de la classe moyenne, il y a une masse de personnes qui, entre le 5 et le 10 mois, n'ont plus d'argent. C'est vrai. Comment allez-vous développer parce que pour développer des entreprises, même si j'entends quelqu'un qui dit « ouais, il faut créer des entreprises », en entreprise, il faut qu'il y ait un ou plusieurs marchés. Il faut que les éléments entreprises particuliers et autres, futurs clients ou prospects, ils soient solvables. S'il n'y a pas ça, Harold, vous pouvez parler de start-up, de tout ce que vous voulez pendant tout ce que vous voulez, autant de temps que vous voulez, ça ne marchera pas. À moins que les start-up en question aient comme futurs clients ou prospects à l'international. Mais à l'international, ce n'est pas la même chose en termes de point de vue concurrence. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça, identifier les marchés, qu'est-ce qu'il y a la pêche, c'est quoi comme marché? L'agriculture, c'est quoi comme marché? L'élevage, c'est quoi comme marché? Comment ça pèse en volume? Comment ça pèse en finance? Et mettre en place des tableaux de bord de suivi, vous allez égarer des jeunes parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes sur une filière, mais la filière, il faut savoir combien de personnes il y a dedans, combien de personnes y travaillent, sur quelle base, dans quelles conditions, et vous suivez ça avec un tableau de bord. Et après, vous pouvez manœuvrer et faire avancer votre territoire avec ces éléments-là, ces données-là. On n'est pas très bon en constat ou en photographie à un instant T. Voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et si on ne fait pas gaffe, compte tenu de l'instabilité qu'il y a aujourd'hui au niveau politique en France, on risque de se retrouver dans des problèmes encore plus compliqués. De par ailleurs, je vous signale au passage qu'il y a 2 députés, Raphaël Schellenberger et Antoine Armand, qui est devenu ministre des Finances, que j'ai eu au téléphone. Ils ont fait une enquête parlementaire sur ce que je voulais faire, moi, en étant député, pour d'autres raisons par rapport à la Guadeloupe. Ils ont fait une enquête sur la perte, pourquoi la France a perdu sa souveraineté énergético-économique. Ça s'est soldé par un dossier de 500 pages. Ils ont analysé les anciens PDG d'EDF, les anciens présidents de la République, etc., 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 pour dire, écoutez bien ce que je dis, que les 30 années de gestion de l'énergie en France, c'était des divagations politiques. Je vous dis, signé par 500 et quelques députés. Et moi, je dis à Mme Vanoukia et puis toute la bande, mais si la France dit ça, ça veut dire que nous, il y a une partie des divagations politiques qu'on a, forcément. C'est mathématique. Mais clairement. L'établissement même du réseau, c'est peut-être la divagation. C'est mathématique. Et je leur dis, le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? On a des retours d'expérience qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans sur les énergies renouvelables. Elles ne se valent pas toutes. Pour nous, dans les zones non interconnectées, on a des spécificités, comme pour tout le reste. Okay? On sait maintenant que vaut le soleil photovoltaïque en parc, que l'éolien en parc, la géothermie, la biomasse et les steppes. Vous faites une étude de recaractérisation de ces ressources là, et vous savez, à tel endroit, on peut mettre tel type d'énergie renouvelable pour telle puissance, et on arrive à un total. Et ce total, on compare au scénario Émeraude et Azur d'EDF, qui dit que d'ici 3 ans, on va avoir besoin de temps, d'ici 5 ans, on va avoir besoin de temps, et on calcule notre taux de couverture avec nos propres ressources de ce besoin. 50% on couvre, 60% on couvre, 70%, etc. Et le reste, on le laisse aux autres. Et on exploite nous-mêmes nos propres ressources, on tire nos propres argent. Après, l'équation n'est plus la même. L'équation sera plus la même, mais quand vous venez effectivement et avec un tel projet, on sait que ça bouleversera le marché dans tous les cas. Et avec un concurrent qui a l'habitude effectivement de jouir de son monopole comme EDF, est-ce que ça peut passer? Oui. EDF, j'ai toujours été bien avec eux. Le 3 septembre dernier, suite à la lettre d'intérêt qu'ils nous avaient fait avant le Covid, j'ai été les voir. Et le 3 septembre, ils m'ont dit, Monsieur Bougré, on ne vous le dira pas de visu, parce que etc. Nous sommes des citoyens du monde. Les 2 qui m'ont reçu, et ils m'ont dit, on est pour la géothermie à fond. Parce qu'ils connaissent, ils savent. Mais EDF, en tant qu'EDF, ne peut pas développer la géothermie. EDF, non. Parce qu'EDF a fait le choix stratégique du nucléaire et de l'hydroélectricité. C'est comme ça. Et le jour où ils sont sortis de là-dedans, à cause des politiques, parce qu'il y a 20 ans, je ne sais plus laquelle qui avait dit en 2025, toutes les centrales doivent être formées, il n'y aura que des énergies renouvelables. On sait ce que ça a donné. Ils sont en train de réouvrir certaines usines qu'ils ont fermées. Voilà. Sauf qu'entre-temps, ils ont perdu, parce qu'il y a plein de mecs qui connaissaient le fonctionnement des centrales, qui avaient le savoir-faire technique, l'expertise technique, qui sont partis, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'aller chercher tout un certain nombre de techniciens à l'extérieur pour pouvoir aider à finir les travaux qu'il y a dans les centrales. Donc c'est complètement absurde et autre.
Mais ça, c'est un élément important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on s'est inscrit, ça c'est l'actualité, dans une dynamique liée, et ça c'est très important, Harold, je vous l'avais déjà dit au départ, c'est la consultation du public. Harold, c'est la loi. Depuis la déclaration de Rio en 92, en passant par la Convention d'Aarhus en 98, la charte 7 de l'environnement, la Constitution française, il faut, dès lors que vous touchez à des éléments peu stratégiques d'un territoire, il faut que vous formiez, vous preniez le temps de former votre population et que vous l'informiez pour qu'ensuite, dans les études d'impact intégrant des enquêtes publiques, elle puisse donner son avis. Ce qui n'a quasiment jamais été fait en Guadeloupe. Les formulaires, le professeur ses formulaires, la commune affiche, mais allez chercher quelqu'un qui soit capable de comprendre une étude d'impact. Il y en a quelques-uns sans doute, mais c'est quand même très compliqué. Et ensuite, l'enquête publique. Et l'enquête publique, c'est 1 mois, et vous devez donner votre avis pour dire oui, non, on est d'accord avec ci ou ça. Nous, KNRS, au vu de ça, on a monté une veille informationnelle. C'est-à-dire que tous les jours, on consulte toutes les bases de données de l'État pour aller voir où il y a un truc de Guadeloupe qui va apparaître. On met la main dessus et on dit tout de suite, c'est l'une des fonctions de KNRS, tout de suite aux Guadeloupéens, par le biais d'affiches, par le biais d'exclusions, voilà, il y a tel projet qui va avoir lieu, voilà quels vont être ses impacts négatifs, ses impacts positifs, voilà à quelle date va avoir l'enquête publique, combien de temps ça va durer, etc. On a fait ça pour... Vous faites le travail du politique, là, dans ce cas-là. Voilà, on l'a fait pour le moule, ça a bien marché. On le fait actuellement pour Petit Canal, ça marche bien. Et on est là maintenant, aucune des erreurs qui a été faite où les gens sont passés par je ne sais pas trop quoi, ils ne peuvent plus le faire. Et même, j'ai prévu de me représenter encore, j'ai prévu de mettre en place une intelligence artificielle qui va aller balayer toutes les bases de données parce que l'État, tout ça, c'est consultable. Ça balaye tout le temps. C'est vrai que mettre un petit tracker sur Internet pour qu'il aille chercher tous les appels d'offres ou bien tous les projets qui sortent. Parce que quand vous ne faites pas ça, il y a tellement de choses qui se passent. C'est vrai. Il y a un petit décret qui passe, il y a un truc qui passe. Mais comme tu n'étais pas là, ça a dû attendre de signer, d'être machin, c'est mieux d'anticiper et d'empêcher que ça sorte. Parce que quand c'est sorti, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est surtout que les loups sont au courant avant même que ça ne sorte. Voilà. Et qu'ils se positionnent avant la sortie. Voilà. Et c'est les citoyens engagés de la société civile guadeloupéenne, sans aucun politique, à part M. Califère qui, à un moment donné, a voulu me faire passer. Je suis passé à l'Assemblée nationale parce que j'ai pris mon bâton de pèlerin, parce que je me dis, la France ne connaît pas la géothermie autant. Oui, je précise effectivement aux téléspectateurs que vous souhaitez sortir de votre casquette de promoteur, inventeur, comme aucun politique, effectivement, n'a voulu faire le job à vos côtés. Donc, vous avez décidé, effectivement, de monter en politique pour régler la chose. Oui, parce que la France ne connaît pas la géothermie autant-Albi. Comment il s'appelle? Brice Sokol, à l'époque de Sarko, conseiller de Sarko. Hélène Peskin, celle de Ségolène Royal. Comment ça s'appelle? Kiprianou Périmon, d'Angie Girardin. Le dernier, Kiprianou, quand il m'a reçu, il me dit, Monsieur Bougré, je suis désolé, mais j'y connais rien, la géothermie autant-Albi, c'est vous qui allez tout m'apprendre. Comment allons-nous demander à des gens qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, puisqu'eux, ils ont fait le choix du nucléaire, de faire des choix pour nous? C'est pas possible. Il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Madame Victoire, je suis passé à l'Assemblée nationale, donc ça s'est fait avec les ultramarins. Et je devais passer au Sénat avec Madame Victoire Dasmin. Malheureusement, elle est décédée. Mais je vais repartir dans ce sens-là, parce que si ceux qui votent, ils ne connaissent pas de quoi il s'agit, déjà que la Guadeloupe, pour certains, c'est exotique et c'est carnaval. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui serait regrettable et dommageable par la suite, c'est qu'effectivement, on ne s'intéresse pas au projet en l'état, mais dans une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, on se retrouvera comme à l'heure d'aujourd'hui. On est en train de pointer la centrale de Bouillon du doigt, en train de dire « Ah, mais il génère maximum de bénéfices, il profite de la manne financière et pas nous. » Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout est mis en place aujourd'hui. Je vous dis, hein, c'est l'État, là. C'est pas la région, le département, machin. C'est l'État. On est inscrit dans une dynamique. Et attention, les gens croient qu'ils me disent, ouais, l'État qui est barré, l'État qui est tué, l'État qui est ceci, l'État qui est ça. Je dis, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Si je me dis, un tel va faire, voilà. On a fait ça, Harold. On n'est pas fou. Comment ça s'appelle? Goldman Sachs, JP Morgan et Deloitte ont dit que le marché de l'hydrogène, c'est des milliers de milliards de dollars.
J'ai fait expertiser mes actifs immatériels. Ils m'ont dit, Monsieur Bougré, en tout cas par Deloitte, c'est plusieurs milliards de dollars que ça vaut. Et donc, sachant ça, j'ai été beaucoup plus loin dans mes recherches et autres. Et on sait aujourd'hui, sans l'État, sans la région, sans le Kibita, etc., on a notre dossier qu'on dépose comment dirais-je, dans les mains du système financier international. Parce que l'ONU, compte tenu des problèmes planétaires et que le fait qu'en 2015, 185 pays ont signé les accords de Paris pour réduire le gaz à effet de serre, ils savent très bien que parmi ces 185 pays, il y en a beaucoup qui ne pourront pas financer leurs engagements. Et ils ont mis en place un écosystème financier spécifique. Et nous qui amenons des solutions, donc moi je suis déjà en rapport avec l'Allemagne, le Japon, l'Algérie, etc., parce que moi j'attends pas que les marchés arrivent à maturer. J'anticipe, notamment pour pouvoir... Il faut être précurseur pour être bien placé. Voilà, vous avez tout compris. J'étais sur les ports de Dunkerque, de Marseille, d'Anvers, de Rotterdam. Quand je vais en force hexagonale, je fais tout ça. Et ils sont déjà en train de changer vous savez, les arrivées des ports, etc., pour tenir compte de l'arrivée de l'hydrogène, ça sous forme d'ammoniac, soit liquéfié à moins de 250 degrés Celsius. Ce qui fait que nous, quand on va produire, on sait déjà quel type de tanker on va utiliser, parce qu'il y en a qui existent déjà. Calixte Osiris, il est spécialiste dans le refroidissement des gaz et tout ça. Il sait faire ça, hein, dans des réservoirs cryogénisés. Guadeloupéens. Donc vous nous avez dit, de toute façon, on a l'expertise pour tout le projet, voilà, de bout en bout. De bout en bout. Et on sait aller chercher nos finances sur les marchés financiers internationaux. Surtout. Voilà. Donc, on va jusqu'au bout de ce qu'on nous offre. Mais si un tel dit non, machin, on a déjà... Plan B. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Mais en tout cas, il faut que la population, effectivement, aussi adhère à ce projet. Comment on fait, concrètement ? Déjà, il faut aussi savoir une chose, c'est que quand, effectivement, on nous dit que l'État ne va pas voir ça d'un bon œil, mais il faut savoir une chose, c'est qu'elle a créé une consultation publique qui commence par Guadeloupéen, comment est-ce que vous voyez le futur de votre archipel. Voilà. Comment est-ce que vous dessineriez votre archipel. Et ça, on ne le sait pas. Donc l'État, effectivement, demande aux Guadeloupéens, par exemple... poser cette question-là... elle n'est pas arrivée jusqu'à nous, la question. Si, puisque il y a bon nombre de citoyens qui ont répondu, hein, d'ailleurs. Elle s'est clôturée le mois dernier, je pense. C'est ça ? 17 septembre. Le 17 septembre. C'est un peu timide, hein, ça c'est un petit peu passé inaperçu, non ? Les Guadeloupéens. Combien de Guadeloupéens ? Confidentiel. C'est un peu confidentiel. Disons qu'effectivement, c'est vrai que comme ils ont utilisé l'Internet pour pouvoir faire passer poser cette question, donc il y a bon nombre aussi qui n'ont pas forcément ces moyens-là, de pouvoir. Et en plus, pour revenir effectivement à des mots qui sont des fois qui peuvent paraître compliqués à comprendre, là c'est vrai que tout ça. Mais là, et c'est ce que vous disiez, Monsieur Bougré, c'est que on prend des initiatives qui justement permet de pouvoir faire appel à cette population pour leur dire mais attendez, il y a cette consultation, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, etc. On sait qu'il y a une grosse défiance. Et nous, on essaye justement de la briser en essayant de leur expliquer, mais voilà, en fait, tout est réuni pour qu'on puisse faire, pour que ce projet se réalise. Et d'ailleurs, faut donner à César ce qui appartient à César. Ce projet-là n'avait même pas besoin de nous pour se réaliser. En fait, on ne peut pas empêcher quelqu'un de développer une industrie comme ça. En fait, s'il a les compétences, aurait pu prendre son bâton de pèlerin, aller faire sa société pour lui, et par lui. Hein. Il a dit au début, et voilà. Par contre, sur l'aspect politique, là aussi, j'aimerais bien rebondir là-dessus. C'est que, vous voyez, par exemple, il y a la société, la centrale de géothermie qui dispose d'une concession sur 24 km², voilà, qui permet de faire... voilà, c'est dans le contrat et tout ça. Mais pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi une telle surface ? Puisque l'usine occupe une toute petite partie en fait des 24 km², puisqu'on parle quand même de 24 km². C'est pour se prévenir
un certain futur. Ils ont anticipé. Donc ils voient déjà la création et l'implantation de plus d'unités de production. Ça, c'est clair. C'est ce qu'ils ont vu à une époque, mais ils pourront plus le faire aujourd'hui, grâce à nous. Très bien. Vous avez verrouillé le marché. Ah. Merci, monsieur Beau. Non, c'est juste parce qu'on a mis en place, on utilise des outils que la France a mis en place pour protéger Mais encore fallait-il le faire. La population. Bah oui, ça c'est sûr. Et puis d'ailleurs, justement, ça nous permet de dire que justement ce samedi-là, le samedi 19, on donne rendez-vous à la population bouillantaise parce que eux ils sont particulièrement chauds bouillants. Et pour cause. Voilà, parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils ont, mais après, comment est-ce que tout ça peut se mettre en branle voilà, c'est ce que... On peut lancer une petite idée, hein, c'est que M. Bougré était fait, effectivement, il y a tout un volet économique destiné à l'usage social. Et c'est vrai que sur Bouillante, maintenant, ils ont des horodateurs, ils vont devoir payer effectivement pour se garer. Et je pense qu'il prévoit déjà pour les baisses des finances publiques des collectivités, puisque l'État va serrer la vis. Et c'est vrai que tout le monde doit trouver des solutions de financement. Donc il y a les horodateurs, mais peut-être qu'aller sur de la géothermie, ce serait peut-être un petit peu plus rentable que... Oui, non, moi je pense que... Enfin, je ne vais pas couper Tony, mais il faut que... Lorsqu'on a parlé de la carte prépayée avec 3 plus PVAD, pour moi, il est inconcevable d'avoir une telle richesse et que le Bouillante ne devrait pas, enfin, à part les taxes, ne devrait pas avoir à payer de l'électricité. Mon objectif, c'est ça. C'est l'un des objectifs, c'est que... Et Elisabeth Borne l'avait dit aussi, que les gens qui se trouvent autour, sur un territoire où ça crache du cash, que les personnes qui paient l'électricité, peut-être pas tout le monde, mais les gens qui sont les plus démunis ne payent pas l'électricité. C'est ce qui est prévu pour Bouillante, pour Pointe-Noire, pour tout le sud Basse-Terre, dès lors qu'on a changé de truc. Sinon, c'est incohérent. Bien sûr. La ressource est censée servir, effectivement, à tout le monde. Il faut, sinon c'est pas... un bien public, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc le rendez-vous, le 19 ? Le 19, à la salle polyvalente de Bouillante, à partir de 16h30. Donc on attend les Guadeloupéens, mais en l'occurrence les Bouillantais. Oui, parce qu'il y a différents projets qui sont en cours, ceux que vous connaissez, mais il y a aussi, l'État m'a demandé, il y a un vieux projet que j'avais, à un moment donné, qui s'appelle VECBO, valorisation des eaux géothermales de Bouillante. Parce que vous savez qu'il y a de l'eau chaude qui en sort. Mais monsieur Bougré, vous me faites plaisir. Parce que l'eau chaude, c'est vrai qu'on est en sous-exploitation, pour moi, puisqu'on a le débouché Bouillante avec effectivement les rejets de l'usine qui nous font une bonne petite eau chaude à 40 degrés. Mais c'est vrai que c'est complètement sous-estimé, puisque tout le long de la faille, apparemment, il peut y avoir des sources d'eau chaude. Voilà. On peut avoir plein de sources d'eau chaude, comme à Capesterre. Voilà, c'est pour ça que je dis il faut recaractériser les ressources de Guadeloupe. Parce que Japon, ils ont les onsen. On pourrait faire nos onsen en fait, locaux dans les bois de Bouillante. Il y a du SWAT. Il y a plein d'applications possibles. Encore faut-il caractériser la ressource et ensuite faire les études de faisabilité qui vont bien, sachant qu'on a les ouvertures au niveau des marchés qui correspondent à ce que vous savez. Après, il n'y a plus de problème en Guadeloupe. Voilà quoi. Encore faut-il vouloir les résoudre, en tout cas. Vous invitez la population, ce sera le 19 octobre prochain du côté de Bouillante. Il y aura un autre rendez-vous, ce sera le 27 effectivement à l'Aqua Village, à la Rose, à Goyave. On va laisser M. Gautin conclure et inviter la population à participer au projet. Tout à fait. Donc mon rôle effectivement c'est de vulgariser un petit peu ce qu'a dit M. Bougré, d'expliquer à la population son intérêt à saisir le coche, à prendre le train, pour enfin se libérer de cette contrainte et répondre à cette vie chère qui nous fait si mal. Puisqu'en fait, il faut un produit en face, il faut une ligne d'entrée d'argent, et ce projet nous donne la possibilité d'avoir cette ligne d'entrée d'argent pour mieux faire face justement à la cherté de la vie. Donc c'est aux Guadeloupéens maintenant de se saisir de cette opportunité, parce qu'il n'y en aura pas deux. Je pense que c'est l'unique, c'est le moment
de prendre part à cette dynamique-là. À partir de 1 euro, on ne demande pas la lune. Hein. À partir de 1 euro, on peut être membre de Keneres et prétendre, comme l'a dit M. Bougré, aux retombées financières de cette opération, de ce projet-là. Donc, à la population maintenant de saisir l'opportunité qui lui est offerte. Deux choses pour finir. Rapidement, M. Bougré. Comment ? Rapidement. On arrive au terme. Oui, c'est, comment dirais-je, on parle de vie chère. Est-ce que Ayotte, il a mis ses centres commerciaux dans l'espace? Non. Bon, vous savez comment ça se passe à la base. Et puis, je voudrais remercier la Guadeloupe d'avoir été si nombreux lors du 29 septembre à Aquaferme. Il y avait un monde pas possible auquel je ne m'attendais pas. Donc l'intérêt grandit autour du projet, ça c'est une bonne chose. C'est ce que je pense et on continue. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bougré, pour le travail que vous réalisez depuis plus de 10 ans, je le rappelle, autour de la géothermie. Projet de géothermie qui doit être couplé à la production d'hydrogène, qui sera le nouveau carburant, effectivement, de ces prochaines décennies. On remercie aussi les administrateurs de Keneres d'être venus sur ce plateau et d'accompagner aussi Monsieur Bougré. Pour l'instant, vous êtes combien au sein de Keneres ? Là, il doit y avoir au moins entre 300 et 500 sociétaires. 300 500 sociétaires. Voilà. Bon, les fiches sont où ? Il faut que je fasse mon virement. Les fiches sont où ? Où est-ce qu'on trouve les fiches ? On vous enverra ça par mail. Voilà. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, messieurs, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie et que vous comprenez effectivement l'enjeu de la production d'énergie électrique, mais aussi d'hydrogène pour la suite. On a vraiment un trésor sous nos pieds. Autant l'exploiter. Une bonne soirée à vous.